Bonjour à tous. On a décidé de faire à deux, histoire de se compléter au regard de nos compétences pratiques. Alors, on va essayer de faire bref compte tenu du temps, sans s'étaler sur les parties qui ont déjà été abordées, mais tout en axant aussi les thématiques sur notre droit interne. On n'a pas beaucoup parlé de mesures de protection juridique. On va aborder cette question-là, puisque vous le savez tous, notre système juridique est aujourd'hui conçu de sorte que nous avons, nous en interne, aujourd'hui dans notre droit interne, des mesures substitutives, notamment la tutelle, des mesures d'assistance, c'est la curatelle, et ce qu'on appelle communément la sauvegarde de justice, mandat spécial, qui consiste réellement en une mesure provisoire. Alors provisoire pourquoi? Parce qu'elle dure qu'un an, mais aussi parce que c'est une mesure, le temps de l'instruction, en attendant une mesure de tutelle ou une mesure de curatelle, ou pas du tout de mesure de protection. Pourquoi je vous parle des mesures de protection? Parce qu'elles vont sous-tendre aujourd'hui le système de consentement aux soins, et ce qui s'applique en matière de consentement aux soins. Alors je suis en train de faire de tête parce que je ne suis pas habituée ni au slide ni au PowerPoint, et c'est quelque chose qui m'agace un petit peu, mais je vais faire de tête tout en regardant mes slides et sans regarder l'affichage derrière ou l'écran. Et pourquoi je vous parle de ces trois mesures de protection? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des habilitations aujourd'hui qui existent et de tout ce qui se fait dans notre droit interne, mais c'est important de le retenir parce qu'on a un système de représentation qui existe et qui s'applique encore aujourd'hui, un système de représentation générale, partielle, un système d'assistance qui peut être général ou partiel. La sauvegarde, je la mets de côté, mais c'est quand même une mesure de protection, puisqu'elle peut, le juge ordonne dans son mandat des obligations au mandant, mais sans aller dans l'assistance ou la représentation. Donc c'est bien de pouvoir les distinguer. Nous, dans notre droit interne, il y a quand même un principe de base, avant même les mesures de protection, c'est quand même l'article 16 du Code civil, 16 et 16.1. Respect du corps humain, respect de la dignité des personnes. On a tendance à l'oublier. En combinaison aussi avec le Code de la santé publique, je ne sais pas si je peux passer les slides aussi. Ouais, en combinaison avec le Code de la santé publique. Pourquoi je vous parle de ça aussi? Puisque les personnes majeures protégées ne bénéficient pas d'un statut spécifique dans le domaine de la santé, sauf les exceptions qu'on verra un peu plus loin, mais que je ne vais pas détailler pour ne pas être très longue. Ces personnes ont droit à l'information sur leur état de santé, tout comme un tiers, et elles ont droit au respect de leur dignité. C'est quand même un rappel aussi à ce que prévoit l'article 16, qui est un principe fondateur dans le Code civil, article 16 et article 16.1. Il y a des dispositions générales et des dispositions communes qui concernent les mesures de protection. Communes pourquoi? Parce que quelle que soit la mesure de protection, les principes qui s'appliquent sont les mêmes. Et aujourd'hui, on a encore tendance à l'oublier. Alors nous, on le voit en pratique, et on va vous expliquer pourquoi. Tous les actes thérapeutiques devant être réalisés sur un majeur protégé ont une procédure quasi commune, qui a un tronc commun. C'est quand même l'article 459. Alors pourquoi je parle de l'article 459? Parce que c'est quand même la base du consentement aux soins, puisque c'est le consentement de manière générale, mais c'est aussi le consentement aux soins. La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne, dans la mesure où son état le permet. D'accord? En cas d'urgence ou de danger, c'est le corps hospitalier, donc c'est le corps médical qui prend la décision. Principe classique. L'article 459, alinéa 2, quel que soit le type de mesure, on s'interroge sur la capacité de la personne à décider de l'accès aux soins ou du consentement aux soins. C'est-à-dire, la mesure de protection, quelle qu'elle soit, c'est d'abord l'information à la personne, je vais y arriver un peu plus tard. Tu peux passer 400. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'on a des principes généraux qui sont les principes communs à toutes les mesures de protection, qu'il s'agisse du domaine médical, du domaine hors médical, sentimental, etc. Enfin, tous les domaines aujourd'hui qui concernent les personnes bénéficiant d'une mesure de protection
D'abord l'article 415, donc c'est le principe de protection. Elles ont droit à la protection de leur personne et de leurs biens, que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues dans ce titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés fondamentales, pour ne pas reprendre ce que disait Marie Baudel, je ne vais pas reprendre la CDPH, mais dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux, de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Donc c'est en complément de l'intervention de tout à l'heure. L'article 457.1, sans rentrer dans le détail de la lecture, vous aurez après la diapo, c'est ça, la diapo, oui, qui pose un principe d'information, c'est-à-dire qu'on informe à hauteur de ce que la personne est en mesure de comprendre et d'entendre. Le principe, le droit à l'information, c'est un droit strict. Toutes les personnes intervenant autour de la personne protégée lui doivent l'information qu'elle est à même de comprendre. Ce n'est pas parce que c'est du domaine médical qu'on n'informe pas. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Le 459-1 qui prévoit l'application de la présente section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale des familles prévoyant l'intervention du représentant légal. Donc là, vous comprenez, on parle de la tutelle. Et un dernier principe qui est posé, qui est le principe dans le Code de la santé publique, le 11-11-4, qui rappelle que l'adhésion et le consentement libre d'un patient est la règle, et que par conséquent, une personne majeure bénéficiaire d'une mesure de protection ne peut être soignée contre sa volonté. Ces dispositions s'appliquent indéniablement pour les personnes en sauvegarde, en curatelle, en habilitation avec assistance, en tutelle, habilitation avec représentation. Dans ce dernier cas, le refus de soins doit être vérifié par le représentant légal, qui a pour rôle de vérifier s'il s'agit d'un refus qui relève d'un consentement libre, éclairé ou pas. Et d'ailleurs, le texte va jusqu'à dire qu'il faut un médecin expert pour dire si effectivement ce refus à consentir est éclairé ou pas. Ce sont les seuls cas dans lesquels, c'est-à-dire un consentement qui n'est pas libre et éclairé, dans lesquels le représentant légal peut intervenir. C'est-à-dire la tutelle dans laquelle le jugement prévoit une représentation à la personne pour sa protection. Donc les principes sont très clairs. Si on schématise, il y a deux cas. Le majeur peut consentir, auquel cas il n'y a pas d'intervention de notre part. Nous on le voit en pratique aujourd'hui. On a des autorisations d'opérer quasi systématiques dès lors que la personne est en tutelle. Et la question qu'on pose aux professionnels de santé, c'est est-ce que vous avez interrogé et informé le majeur, bénéficiaire de la mesure? Maintenant, il est en tutelle. Non. Non. Il est en tutelle, mais il y a des textes qui s'appliquent. Donc, il y a le Code de la santé publique, il y a le Code civil. On l'informe, on le sollicite pour son consentement. La question se pose réellement s'il n'est pas à même de consentir. Donc, s'il ne peut pas consentir, effectivement, on fait application des textes et de la représentation légale. Ce n'est que dans ce cas de figure. Et le juge des tutelles, c'est encore pire, depuis la réforme de 2019, il n'intervient qu'en cas de désaccord. Et en cas d'incapacité de la personne à consentir. Mais le juge des tutelles n'intervient même plus. Voilà, ça c'est clair, je crois. Donc, on a fait un petit schéma, mais vous l'aurez, donc je vais passer dessus pour laisser les 5 minutes de lien qu'on voudrait faire aussi. Alors, les domaines dans lesquels le Code de la santé publique est assez clair en matière de majeurs bénéficiant des mesures de protection sont des domaines assez spécifiques, c'est-à-dire les recherches biomédicales, les dons d'organes et de tissus, les stérilisations à visée contraceptive. On a fait un rebond quand même législatif et réglementaire en ne stérilisant pas systématiquement la personne qui est en mesure de protection et qui ne pouvait pas s'exprimer. Aujourd'hui, c'est interdit par les textes. C'est des domaines assez spécifiques dans lesquels le Code de la santé publique, il est édicté des règles qui s'appliquent et qui sont strictement prévues pour les personnes bénéficiant d'une mesure de protection. En dehors de ces cas, le principe est clair. Le majeur doit consentir et doit être entendu au même titre qu'un patient lambda. La mesure de protection, ce n'est pas le tuteur qui décide systématiquement parce qu'il y a une mesure de protection. Ça, c'est une pensée, je pense, quelque chose d'assez inscrit un peu dans les esprits. Le mandataire n'est pas là pour décider. Les textes sont assez clairs, en tout cas sur cette partie médicale. Je ne rentrerai pas dans le détail pour qu'on puisse faire le lien avec Jean-François
les spécificités du Code de la santé publique qui concernent effectivement les recherches biomédicales, le don d'organes, de tissus, stérilisation à visée contraceptive, les majeurs protégés en fin de vie aussi, où c'est des protocoles assez particuliers, et où demeure le principe indéniable du consentement de la personne. C'est-à-dire, elle s'exprime. On ne peut pas passer outre le refus ou l'accord ou le désaccord de la personne. Ce n'est pas possible. Voilà. J'allais faire un petit lien sur les soins psychiatriques qui font partie quand même de notre système juridique. Donc je prendrai 1 minute de plus avant de laisser la parole à Jean-François. Qui font partie intégrante aujourd'hui de notre système, donc les hospitalisations sans consentement. On le sait tous, hein, on a différentes formes d'hospice sans consentement aujourd'hui. Même si on a les soins psychiatriques libres, on a aujourd'hui dans notre système les soins psychiatriques à la demande d'un tiers, à la demande d'un tiers en urgence, en cas de péril imminent aussi, à la demande du préfet, à la demande du maire. On a encore dans notre système juridique la contention et l'isolement. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui rechercher l'équilibre entre la question de la santé mentale, entre les régimes juridiques qui s'appliquent de substitution encore dans notre système judiciaire, je pense que c'est un combat de tous les jours, une thématique très délicate encore, puisqu'elle concerne le bon nombre de personnes. Je crois que les chiffres ont été donnés il y a quelques minutes de ça. Et l'équilibre entre protection, consentement et contrainte reflète la complexité juridique entourant les soins des majeurs protégés et les impératifs de santé publique, le respect des droits individuels des majeurs protégés, la nécessité d'assurer leur protection et celle de la société, notamment en matière d'hospitalisation sans consentement. J'espère que vous sortez quand même de ce petit quart d'heure en vous disant que le tuteur n'est pas le majeur protégé quand il faut consentir aux soins, et ça pose des questions d'éthique. Je vais laisser la parole à Jean-François. Alors, vous l'aurez compris, je suis un petit peu invité surprise, parce que quand on a évoqué la question avec Anna, pas plus tard que vendredi soir, je me suis dit qu'il était difficile d'envisager cette question du consentement sans parler de cette posture éthique dans laquelle on peut tous être pris en tant que professionnel. Alors, vous l'avez compris, hein, le cadre juridique est assez clair, hein, puisqu'il consacre les droits fondamentaux comme quelque chose d'inévitable et de nécessaire. Pour autant, sur le terrain, l'effectivité du recueil du consentement éclairé est souvent interrogée par les professionnels. Comment consentir à quelque chose que l'on ne comprend pas ou qu'on comprend difficilement, comment décider pour autrui lorsque les capacités à consentir sont altérées. Tout ça, les professionnels du quotidien, ils sont pris, et c'est souvent plus complexe qu'on l'imagine. Du coup, le consentement ne peut se concevoir, selon nous, comme un processus inné. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire oui, consentir, eh bien, il suffit de dire oui ou non. Consentir, ça nécessite effectivement une certaine temporalité. Aujourd'hui, il faut permettre à la personne d'avoir un cheminement aussi dans la question du consentement. C'est pas aussi simple que ça, et ça ne peut pas être pris en considération dans l'urgence. Ensuite, trop souvent encore, et Anna l'a évoqué, lorsqu'une personne présente des troubles de discernement, il est fait abstraction de son consentement. Combien de fois aujourd'hui nous recevons effectivement des demandes de soins sans consentement sous prétexte que la personne effectivement bénéficierait des mesures de tutelle. Aujourd'hui, encore une fois, il s'est rappelé, c'est priorité au consentement de la personne. Maintenant, la personne qui bénéficie d'une mesure de tutelle, malgré tout, elle peut pouvoir s'exprimer, elle peut pouvoir avoir une difficulté sur un certain nombre de domaines dans le quotidien, mais il y a des choix qu'elle peut pouvoir faire, et l'idée, c'est même d'aller jusqu'à éventuellement l'assentiment. Aujourd'hui, c'est à nous, professionnels de soins ou d'accompagnement, d'essayer de repérer effectivement quels sont les éléments qui permettent effectivement de tendre vers le consentement. Ensuite, un dernier petit point, recueillir le consentement, c'est aussi accepter le choix de la personne. Aujourd'hui, en tant que professionnel, on a cette tendance à vouloir
apporter ou permettre à la personne de tendre vers notre propre choix par rapport effectivement à ce qui nous semblerait être le mieux pour elle. Or, la question du non se pose clairement. Aujourd'hui, accepter effectivement qu'une personne puisse refuser le soin semble fondamental aussi. Maintenant, comment effectivement on travaille aussi, encore une fois, sur le temps avec elle pour l'amener ou non, effectivement, à accepter un soin qui semblerait être vital pour elle. Voilà, c'était juste une petite aparté. Merci à tous.